se dépêcher de commencer afin de ne pas mettre en retard le programme et puis surtout parce qu'on a de trois excellents écrivains qu'on a envie d'entendre pour parler notamment d'un thème qui électrise tout le monde, un thème qui est un fondement de la culture nord-américaine, mais peut-être plus loin que ça, on l'évoquera tous ensemble, puisqu'on va parler d'argent dans cette deuxième rencontre de l'après-midi. Et pour parler d'argent, donc trois écrivains, je le disais, Julie Mathiri, vous êtes québécoise, mais vous résidez en Corse. Vous avez remporté pour votre premier roman Le discours de la tombe de l'idiot, le prestigieux prix du gouverneur général, l'un des plus grands prix littéraires canadiens. Vous avez publié l'an passé La Bosco. C'est l'histoire d'un homme, notamment d'une famille. Une femme vient de mourir et son mari fuit l'enterrement parce qu'il écrive les dettes et qu'il ne veut pas le payer. On va l'évoquer. À vos côtés, Lauren Groff. Lauren Groff, vous avez découvert il y a presque 10 ans avec Les Monstres de Templeton. Je me souviens très bien de ce roman. Puis Arcadia. Et vous avez publié en 2015 un roman qui a fait grand bruit, Les Furies. Alors le titre français est un peu raccourci par rapport au titre anglais qui était Fates and Furies. Un roman aux accents mythiques sur le destin d'un couple vu par ses deux protagonistes. Et puis enfin, Jeffrey Eugenides. Vous êtes l'auteur notamment de Virgin Suicides, de Middlesex, qui était prix Pulitzer en 2003, du roman du mariage. Et vous venez de publier votre premier recueil de nouvelles, Des raisons de se plaindre, qui fait la part belle au carrefour de l'existence, aux aspirations contrariées et notamment aux problèmes financiers, puisque chacun de vos personnages sont tous plombés par des problèmes d'argent. Ils rêvent d'une fortune qui leur file entre les doigts. Je me demandais pourquoi est-ce que j'ai vu que ces nouvelles avaient toutes été écrites à des époques différentes. Ce n'est pas un recueil de nouvelles que vous avez écrit l'année dernière. Toutes ces nouvelles ont été écrites à des moments différents de votre vie et pourtant, cette question de l'argent et des problèmes d'argent en constitue le fil rouge. À quel moment est-ce que vous vous êtes rendu compte ou vous avez compris que cette question de l'argent pouvait être le fil rouge de ce recueil ? I've had a complicated relationship with money because of my family and my upbringing. My mother was born during the Depression in Kentucky, extremely poor. She was sometimes unable to find any food during the Depression, and her mother would take her to other people's houses at dinner time, hoping to be invited in for dinner. Alors, j'ai une relation compliquée avec l'argent de par mon milieu de naissance, ma famille. Ma mère est née dans le Kentucky pendant la Grande Dépression. Et il y a des jours où il n'y avait pas de nourriture sur la table et où sa mère, ma grand-mère, l'emmenait à l'heure du dîner dans les maisons des voisins dans l'espoir que quelqu'un allait l'inviter à rester dîner. My father was the son of Greek immigrants, so they didn't have a lot of money either, and growing up in Detroit. And then my father had a lot of ambition. He went into business and made a fair success and became a rich man for part of his life. So I grew up with affluence, went to a private school, lived in a rich suburb and understood all of that, even though my parents often talked about their impoverished childhoods. And then at the end of his life, my father lost all of his money. Mon père était né de parents qui arrivaient de Grèce. Il a grandi à Détroit, tout comme moi d'ailleurs. Mon père a été dans les affaires toute sa vie. Il y a relativement bien réussi. Et pour la deuxième partie de sa vie, il s'est retrouvé relativement à l'aise financièrement. Donc moi, j'ai grandi dans une certaine opulence, école privée, etc. Et même si mes parents évoquaient parfois leur enfance déshéritée, j'en étais très très loin. Et mon père, par contre, qui avait misé sur l'immobilier, a perdu toute sa fortune. Il a fait faillite vers la fin de sa vie. So I think I've seen what they call the American dream from both sides, both the attainment of it and then the loss of it. And when something like that happens with your father, a figure of solidity, and he's always the one who's supposed to know what's right, and he's always telling you how to live and how to work hard. When you see the fallibility of that and a man crushed in old age, it's a destabilizing and very emotional experience. And I think that's why you see it crop up in my stories again and again. It's really the figure of my father losing his wealth and the desperation he had to try to get it back before he died. Affected me so deeply that it comes out in all of my characters, this kind of precarious sense of economic stability.
Donc en fait, on peut dire que dans ma vie, dans l'espace de ma vie, j'ai vu le rêve américain de A à Z, si vous voulez, se faire, se construire, et puis ensuite tout s'écroule. Et surtout, c'est arrivé à mon père, le père qui doit être dans la vie d'un homme une figure de stabilité, de fiabilité, et puis surtout celui qui sait comment se comporter, qui sait ce qu'on doit faire. Quand on voit son père vulnérable à un âge avancé, c'est assez déstabilisant. Donc c'est vrai que ce personnage, mon père, ou le personnage inspiré par mon père, revient de manière récurrente dans mes nouvelles, et on le voit dans beaucoup de mes personnages, cette envie de se refaire, cette nécessité d'une espèce de fuite en avant quand on a tout perdu, d'essayer à tout prix de se refaire, parce que ces personnages, pour une grande partie, vivent dans une certaine précarité économique. On voit ça dans vos personnages. Il y a un patron de motel ruiné qui est persuadé que le motel va renaître et apporter la fortune familiale. Il y a un homme qui ruine sa famille en achetant un clavicorde. D'ailleurs, j'ai découvert ce que c'était qu'un clavicorde antique et qui va, dans ce cas-là, précipiter sa famille dans la misère. On retrouve ces figures-là dans plusieurs de vos personnages. Vous avez aussi rappelé le fait que vous étiez né à Détroit. Et Détroit, c'est aussi une ville qui a connu l'opulence, qui était la grande capitale de l'automobile aux États-Unis avant de connaître la crise industrielle. Est-ce que c'est aussi ce décor dans lequel vous avez grandi qui a influencé votre regard sur cette expérience du rêve américain? I think you're probably right. When I wrote The Virgin Suicides, my first novel, which is about a family of sisters who all commit suicide, it's very much about a vanished time, a lost period in childhood that will never come back. And I didn't really realize why I wrote that book psychologically and emotionally. It seemed like a compelling story, and I knew that. But after finishing it, I realized that it was the experience of growing up in Detroit and seeing the town and the city fall into ruin that led me to write the book. Because when you're a kid and you grow up in a city, and you're right, Detroit was, when I was born, the fourth largest city in the United States, and per capita the richest. And then by the time I went off to college, it had lost a third of its population, went down to losing half of its population. All of the streets I knew in Detroit changed in my childhood. The buildings were shuttered up, often they were burned, and then they were demolished. And it seemed like a normal state of affairs to see things pass into nothing. I didn't grow up in Paris where you had a sense of history and permanence and anything like that. It was the opposite. So because I had nothing to compare it to, I thought this is the way of the world. Things vanish, things are ephemeral. And that feeling was so deep in me that I think it led me to write this book about these vanished girls. I didn't realize that was the cause, but sometimes it's after a book is finished that you realize why you wrote it. Vous avez raison, je crois. Dans mon livre Virgin Suicide, il s'agit d'une famille où on retrouve plusieurs sœurs qui se suicident. Et j'avais envie d'écrire, je me suis sentie absolument poussée à écrire sur cette époque perdue de l'enfance, et je n'ai pas compris à l'époque pourquoi, psychologiquement, quels étaient les ressorts psychologiques qui m'avaient poussée à écrire ce roman. Mais je me suis dit ensuite, et souvent on se rend compte une fois que le livre est fini, des raisons profondes qui ont motivé l'écriture du livre, que c'était mon enfance à Detroit, en fait, une ville que j'avais vue tomber en ruine, et que c'est ce décor, si vous voulez, qui m'avait poussé à écrire. Quand je suis née, Detroit était la 4e plus grande ville des États-Unis, le PIB par habitant le plus élevé du pays, et au moment où j'ai quitté la ville pour rentrer à l'université, elle avait perdu un tiers de sa population. Ensuite, elle a perdu la moitié de sa population. Et j'ai vu toutes les rues dans lesquelles j'avais grandi, voir leurs magasins fermés, incendiés. Donc je n'ai pas grandi à Paris où on a un sens de la permanence de l'histoire. J'ai grandi à Detroit et par conséquent, je croyais que tout était éphémère, tout avait une fin. Vous parliez du rêve américain et de ces hommes qui essaient de poursuivre à tout prix ce rêve. Est-ce que le rêve américain, encore aujourd'hui, est toujours nécessairement lié à la réussite financière, à la fortune ? Well, you mentioned the two stories, Timeshare, where there's a person trying to enrich himself through real estate, and then there's the other story, Early Music, where it's a musician who runs into money trouble because he buys an old clavichord. It's a strange position. You know, I've followed an artistic career. I never thought I would make any money. I'm old enough to have grown up with my brothers going through the 60s and being hippies and being very anti-materialist.
So I started with the idea that you just pursue your dreams, you don't worry about money. As you get older and you start to feel the forces of society, it's difficult as a person, and I think particularly as a man, not to judge your success in some level with either monetary success or worldly success. As a writer, I remember going to cocktail parties when I was 30 and saying, I'm a writer, and they would say, what have you published? And I would say, nothing, you know, and it was an uncomfortable experience. So you wanted something to show for yourself. So at a certain point, you try to push through and have something, at least as material as a book of 220 pages. C'est vrai que vous avez mentionné en passant des nouvelles du recueil multipropriété, ou un homme, timeshare en anglais, où un homme essaye de se refaire en achetant propriété après propriété, et musique ancienne, où un professeur de musique ruine sa famille en achetant un clavecin. C'est vrai qu'en embrassant une carrière artistique, je n'avais pas forcément à l'idée l'ambition de devenir riche. Moi, j'avais vu mes frères, j'étais plus jeune que mes frères, je les avais vus grandir dans les années 60, hippies, opposés à tout ce qui était matériel. Donc, j'avais cette idée que poursuivre ses rêves était plus intéressant que de réussir financièrement. Mais en vieillissant, la pression de la société finit quand même par porter et par peser sur les épaules d'un individu, notamment un homme, parce qu'en tant qu'homme, on a tendance à juger de son propre succès via deux vecteurs, à savoir la réussite financière et également le succès mondain. Et je me souviens très bien à quel point c'était mortifiant d'être invitée dans des soirées quand j'avais la petite trentaine, où je disais je suis écrivain, quand on me demandait vous avez publié quoi, j'avais rien à dire, j'avais pas encore publié. Donc arrive un moment où on essaye d'avoir quelque chose de tangible et de matériel à montrer, ne serait-ce qu'un roman publié de 220 pages. Lorraine Groff, qu'en pensez-vous sur cette question du rêve américain et de l'argent? Est-ce que pour vous, le rêve américain est encore lié à l'argent et est-ce différent à vivre? Jeffrey Eugenides disait, quand on est un homme en particulier, l'aspect matériel est important. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est encore différent selon qu'on soit un homme ou une femme sur cette question? Contre l'homme et la femme. Je suis désolée, je vais parler français maintenant. Alors, parce que ça me bouleverse un peu d'entendre anglais et d'essayer de répondre. Alors, c'est ma traductrice, Karine Chishiro, je suis vraiment désolée, mais ok. Je ne sais pas parce que je suis née dans une famille un peu bourgeoise et je suis confortable maintenant. Alors, je n'ai pas la même relation avec l'argent et les choses financières que Jeffrey. Je ne crois pas, selon moi, parce que même si j'étais bourgeoise, je suis un peu à côté socialiste, antimatérialiste, et je n'ai jamais cru que la rêve américaine doit être liée avec de l'argent. Ce n'est pas le succès pour moi. Le succès, c'est le succès de faire les choses qu'on veut faire dans la vie, d'avoir une vie heureuse, d'avoir une vie complète, et c'est tout pour moi. Alors, je suis peut-être un peu hippie, mais je dirais, et je ne suis pas assez âgé que Monsieur Eugenides, mais ça peut devenir dans l'avenir, je ne sais pas, mais c'est où je suis maintenant. I just wanted to add something that occurred to me when Lauren was speaking, which is I think there has been a shift recently with the younger generation, not to measure wealth by owning things so much and more by experience. People don't want to have houses anymore. Sometimes they don't want to have cars. This is horrifying to me. I think you have to have a car if you come from Detroit. But they don't want to be tied down. And I do see a shift where people are no longer measuring success as much by the things they own and the things that they can show off. However, I do live in Greenwich Village in New York, and unfortunately, there's a lot of conspicuous consumption still going on. Je rajoute quelque chose, Lorraine m'a fait penser à ça.
La jeune génération, me semble-t-il, aujourd'hui n'a plus envie de mesurer son succès à l'aune de la possession, mais plutôt de l'expérience. Ils n'ont plus envie de posséder de maison, même pas de voiture, ce qui personnellement, étant né à Détroit, me stupéfait, parce que toute possession pour eux est un enchaînement. Cela dit, je vis quand même à New York, à Greenwich Village, et autour de moi, il y a une société de consommation qui se porte fort bien. Julie Mazzieri, votre regard en tant que Québécoise sur ce rêve américain lié à la fortune et à la réussite matérielle, est-ce que c'est différent au Québec? Est-ce que l'approche et la relation à l'argent est différente? Moi, je serais très malaisée de parler du rêve américain, mais je peux tout simplement dire que moi, je suis née dans une famille d'agriculteurs, mais on avait des propriétés quand même, mais il m'était impossible de dire, quand j'étais enfant, si on était pauvre ou si on était riche. Je ne le savais pas. Pas que mes parents étaient radins ou qu'ils nous privaient de quoi que ce soit, mais ayant cette vie rurale, bien qu'on ait de la terre, des terres et des propriétés, il m'était impossible de le dire. J'ai découvert plus tard qu'on avait certains moyens. Mais la seule chose, en revanche, que je trouve très très importante à dire, c'est que, ayant été élevée par une mère plutôt féministe, c'est que la liberté est d'abord et avant tout économique pour ma génération. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Vous savez qu'en France, il est souvent tabou de parler d'argent. Personne ne doit révéler son salaire. Les salaires sont très secrets. Personne n'ose parler d'argent. Est-ce que on a l'idée qu'aux États-Unis ou au Canada, il est beaucoup plus simple de parler d'argent. Il est beaucoup plus facile d'afficher sa richesse. Ce n'est pas aussi mal vu. Est-ce que c'est vraiment vrai cette image que nous avons des États-Unis et de l'Amérique en général? Nous, la relation avec l'argent au Québec est assez décomplexée. Pour un auteur, bien souvent on me demande t'as vendu combien de livres? Je réponds pas. Mais voilà, c'est plus décomplexé qu'en France. Ça c'est certain. Mais c'est décomplexé, mais en revanche, je pourrais pas dire que on l'affiche de façon ostentatoire. Lauren Groff, aux États-Unis, est-ce que vous avez le sentiment quel sentiment avez-vous sur justement le caractère ostentatoire de la richesse? Est-ce que c'est une richesse qu'on a tendance à protéger, à ne pas montrer, ou au contraire, il faut montrer sa richesse pour montrer qu'on a réussi? Je crois vraiment que ça dépend sur l'endroit et la région qu'on vit. Parce que moi, je suis en Floride et je suis dans une ville qui est dominée par une université. Et alors, il y a des personnes là-bas qui n'ont rien et les personnes qui sont riches, mais je crois là-bas, il ne faut pas montrer la richesse. Je connais beaucoup de personnes qui sont les millionnaires et qui ont une petite maison comme ça. Mais dans la ville de New York, c'est vraiment différent, je crois. Est-ce que vous croyez que c'est vrai? There's always a scarcity of resources, sometimes even in microphones. You have your... On manque de micros, vous voyez, c'est la précarité économique des microphones. New York's a strange situation because people will act as though they're very anti-materialistic and dressed down, and then you find out they just returned from a $150 private Pilates session with their trainer. So it's around quite a bit, yeah. And then obviously with the real estate, people are preoccupied with prices and money. And Wall Street is only a few blocks to the south. En fait, à New York, c'est bizarre parce que tout le monde prétend être très antimatérialiste et s'habiller de façon très cool. Et en fait, quand vous les voyez, ils reviennent d'un cours privé de Pilates à 150 € la séance avec un coach personnel. Et en même temps, tout le monde est totalement obsédé par l'immobilier, le prix de l'immobilier. Et Wall Street n'est qu'à quelques rues de là où j'habite.
On va s'éloigner un peu de New York et je vais revenir avec vous, Julie Mathieri, à votre roman La Bosco. Je disais, dans votre roman La Bosco, une femme qui s'appelle Suzanne vient de mourir et son mari Jacques et ses enfants vont à l'enterrement, sauf que son mari Jacques écrive les dettes et décide de fuir pour ne pas avoir à payer ses obsèques. Et c'est l'occasion pour vous de faire un portrait assez féroce d'une société égoïste, mesquine. Je pense au fils Charles, par exemple, qui est, le jour de l'enterrement de sa mère, pense surtout au billet de $50 canadiens qu'il a perdu. Comment est-ce que l'argent ternit les gens dans votre roman? C'est ce qu'on ressent. Dans ce livre, c'est la façon dont l'argent et la misère, notamment, peuvent ternir la personnalité de ces gens. Je n'ai pas voulu présenter une vision manichéenne de l'argent, c'est pas bien ou mal. Mais ce que j'ai surtout voulu saisir, ce sont présenter plutôt des personnages qui ne comprennent pas l'argent. Qui ne comprennent pas, par exemple, ce Jacques Bosco, qui parfois a de l'argent, mais qui achète des choses complètement ridicules, à un mauvais moment, qui se retrouve sans argent, prêt à voler son propre fils. Donc c'est vraiment ce type de personnage-là que je voulais créer. Le personnage qui ne comprend pas l'argent et le personnage qui veut se refaire à partir de zéro. Mais quand vous parlez du fils et de ce billet de $50, je voulais aussi présenter, parce que c'est une famille très peu fortunée, et il a reçu, il a fait des travaux chez un agriculteur et on lui a donné un billet de $50. Mais j'ai aussi voulu présenter le plaisir esthétique du billet de $. En plus, c'est une édition fabuleuse du $50 canadien des années 75, où il y a la gendarmerie royale à cheval dans une figure de manège. Mais il y a aussi, je voulais rendre le billet de façon esthétique. Donc voilà, pas simplement l'argent sale qui ternit, qui n'est que cause de problèmes. Et cette famille, les Bosco, c'est une famille donc pauvre, mais qui travaille pour une autre famille, les Perrault, qui eux sont une famille très riche et qui, le jour de cet enterrement, n'envoient pas même une fleur. Montrer aussi que l'argent est un problème, qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas en réalité. Oui, et cette scène, les Bosco quittent le cortège des funérailles. Et comme, je ne sais pas comment on dit, j'aurais besoin d'un interprète. En anglais, on dit kick the cat. Quand on fait quelque chose de mal, tout de suite, on s'empresse de vraiment... Voilà, de renvoyer sur quelqu'un d'autre, de montrer... Porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Merci. Et il se rend... chez cette famille richissime pour justement se dédouaner de ses propres faiblesses, de sa chute morale. Lauren Groff, dans Les Furies, il est aussi beaucoup question d'argent. Il est aussi beaucoup question d'argent parce que, je rappelle un peu Les Furies, c'est le produit du livre, c'est le mariage entre Lotto. Lotto, c'est le diminutif de Lancelot, et Mathilde Satterwhite, vu successivement de chacun de leurs deux points de vue. Et Lotto, lui, est un fils justement de bonne famille. Il pourrait, d'ailleurs, Jeffrey Eugenides pourrait se voir cela. C'est quelqu'un qui a grandi dans l'opulence et puis qui a décidé d'être artiste et donc de vivre une vie de bohème. Et il rencontre Mathilde qui, elle, a plutôt vécu dans la pauvreté. On découvrira son passé par la suite. Qu'est-ce que leurs deux enfances très différentes ont pu changer dans leur caractère, dans leur rapport à l'existence? Le fait d'avoir connu une enfance dans l'opulence, une enfance riche, et puis l'autre, une enfance pauvre, qu'est-ce que ça change dans le rapport à l'existence? Alors pour moi, l'argent ne m'intéresse pas en soi, mais l'argent m'intéresse comme le pouvoir et le privilège. Et les privilèges qui ne sont pas vus par les personnes qui les portent. Alors, dans Les Furies, j'ai voulu voir Lotto comme un homme qui a été supporté
par tous les privilèges qu'il peut être supporté. Alors, il est riche, oui, mais il est beau, il est grand, il est blanc aux États-Unis, c'est vraiment un privilège. Et j'ai voulu regarder comment on peut grandir dans le privilège et ne se rendre compte ne pas se rendre compte de ça. Et Mathilde, elle n'a pas de la sécurité dans sa vie jusqu'au moment où elle rencontre l'auto. Alors, c'est le pouvoir et la sécurité. Parce qu'aux États-Unis, au moins, on n'a pas de la nobilité, on n'a pas l'aristocratie, on a de l'argent. Oui, c'est le moyen qu'on voit les niveaux sociaux. Et c'est là que je trouve beaucoup qui est intéressant avec les histoires des gens autour de moi. Quand on lit les Furies, on se rend compte que le mariage, comme tous ceux qui connaissent bien les mariages, savent que les mariages ne sont jamais des contes de fées et ressemblent davantage à des romans noirs, voire à des polars. Ici, quel rôle joue l'argent au sein d'un couple? C'est quelque chose dont on parle souvent très peu. Dans ceux qui connaissent des mariages ou des vies de couple, savent que la question de l'argent est souvent une question compliquée. Selon vous, quel rôle joue l'argent au sein d'un couple? Oui, bien, parce que Mathilde, au début, elle travaillait pour que l'auto peut être un acteur. Il n'est pas bon comme acteur, alors il n'a jamais gagné de l'argent. Oui, elle lui a supporté pendant le commencement de leur vie ensemble. Et après, lorsqu'il est devenu un peu plus célèbre comme un écrivain au théâtre, ils ont eu de la confort. Et pour Mathilde, c'était vraiment une chose qu'elle adorait. Elle adorait de l'argent. Pour l'auto, il s'en fiche parce qu'il n'a jamais eu le désir d'être riche ni pauvre. Il a voulu être aimé. Et c'est ça la différence entre les personnes. Et dans le mariage, il y a beaucoup de mystères entre les deux, beaucoup de silence, et un des silences entre eux, et le silence de l'argent, vraiment. Ils ne parlent pas jamais de l'argent, je crois. Jeffrey Jane Dess, vous-même qui avez écrit le roman d'un mariage, comment est-ce que vous voyez la question de l'argent au sein du couple et au sein d'un couple marié notamment? Well, that novel is about people in college who are not married yet, so they didn't have to face this question. Ça c'est des étudiants qui ne sont pas encore mariés dans The Wedding Plot. Mais... And the woman decides not to marry either man, so finalement, elle décide l'héroïne de n'épouser ni l'un ni l'autre. It's interesting. The marriage legally in the United States seems to be somewhat antiquated. It's basically taking two people and considering them as one taxable entity. That's really what it's about. Le mariage, en tout cas aux États-Unis, juridiquement, c'est quelque chose qui semble totalement daté. C'est simplement prendre deux personnes et en faire quoi? Un foyer fiscal à des fins d'imposition. I don't mean religiously or emotionally, but I've been divorced, and when you are divorced, you realize what it is about is figuring out how to separate this corporation that you have run without realizing it. Oui, l'argent, c'est vraiment une association économique. Moi, je suis divorcée, par exemple, et au moment du divorce, c'est là que vous vous rendez compte que c'est quoi un mariage? Eh bien, c'est arriver à la fin à dire ce qui appartient à chacun de cette espèce de SARL que vous aviez monté sans même le savoir. So I think for harmony to exist, on some level, the two people have to believe that's the case, and that all the money that's coming in is absolutely shared. It often doesn't work that way. So if one spouse is making more money than the other, when there is a fight or when there is a decision, that person will think, well, it's my money, and it can't be considered that way. But most of the fights in marriage that come about it is because of they're not operating in the socialistic, communistic system that they should be.
Oui, et pour l'harmonie d'un couple, il serait bon que les deux se disent que finalement l'argent qui entre est partagé de manière égale, mais c'est très rarement le cas. Souvent, l'un des deux partenaires gagne plus que l'autre et quand une dispute naît, ça devient très rapidement, mais c'est mon argent, c'est moi qui gagne de l'argent. Et par conséquent, les niveaux de revenus ont une incidence très forte sur la communication entre les deux. Je vous voyais opiner, Lorraine Groff. Vous pensez aussi qu'il faut être communiste au niveau de l'argent au sein d'un mariage? Pas du tout. Dans mon mariage ou le mariage dans le livre? Je ne veux pas rentrer dans votre vie privée. On va rester très longtemps. Hein. Dans le mariage du livre, je suis d'accord avec ce que Jeffrey a dit. C'est le pouvoir, à vrai dire. C'est pas très romantique, mais il faut le regarder un peu comme un business. Je sais pas. J'aime pas même à dire tout ça. Alors je vais arrêter de parler de ça. Ça me rend un peu triste. Bon, laissez-moi vous poser encore une question quand même. Dans le modèle traditionnel voudrait que ce soit généralement les hommes qui s'occupent de l'argent du ménage, des comptes en bancaire du ménage. D'ailleurs, c'est pas simplement le modèle traditionnel, c'est assez longtemps le modèle légal qui a contraint à cela. Mais c'est tout sauf évident dans votre roman. Dans votre roman, justement, c'est plutôt Mathilde qui a l'air d'avoir les pieds sur terre et de gérer les comptes du ménage. Pourquoi est-ce que vous avez choisi... Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire en sorte que ce soit Mathilde? Est-ce que c'est que le modèle qu'on a en tête est faux depuis le début? Que les femmes s'occupent peut-être mieux de l'argent que les hommes en général? J'ai choisi ça parce que ma modèle était Vera Nabokov, à vrai dire, pour Mathilde. Et c'était elle, pour très longtemps, qui a supporté la famille Nabokov. Non, c'est vrai que c'est pas normal, mais je crois que lorsque le moment, il y a un artiste dans la famille, c'est vraiment nécessaire que les autres fassent de l'argent. Normalement, oui, non, je ne sais pas. Est-ce que j'ai compris la question? Je ne sais pas. Ok. Oui. Julie, vous-même, dans votre roman, les hommes ne savent pas non plus véritablement quoi faire de l'argent, et c'est un peu vrai encore aussi dans les nouvelles de Jeffrey Eugenides. Est-ce qu'il y a une division sexuelle sur cette question de l'argent? Est-ce que les hommes sont moins capables de gérer leur argent que les femmes? Comment est-ce que c'est une division qui existe ou est-ce que c'est totalement fantaisiste? Je n'en ai pas la moindre idée. Je sais que, à titre personnel, j'ai reçu un prix littéraire qui était très bien doté et j'ai eu comme idée d'acheter un cheval de course. Voilà. Pourquoi? Voilà. Ça explique tout, je crois. It depends on whether that racehorse won a lot of races. And Non. Il a gagné des courses, ce cheval de course ou pas? No stud fees? Non. Jeffrey Eugenides. Vraiment, pourquoi? J'adore les chevaux. Et... J'adore les chevaux, j'aimais la couleur, j'aimais... Voilà. Alors c'est esthétique pour vous? Oui, l'esthétique me tuera. Jeffrey Eugenides, vous n'avez pas acheté de cheval de course avec les revenus du prix Pulitzer? I'm going to say one bit of the only bit of wisdom I have from my life. I'll tell you it now. Je vais vous dire le petit brin de sagesse que j'ai appris jusqu'au jour d'aujourd'hui dans ma vie. I did at one point use my money to buy a beautiful house in Princeton, New Jersey, a large house with a beautiful garden, and it was in some way a restoration of my childhood and everything my father lost, and I wanted to get it back. And I found that living in such a house meant that you were not in contact with your family anymore. My ex-wife would be in one part of the house, my daughter would be up in her bedroom, I'd be in another place. And it was a more lonely existence than I ever expected. It's not even funny, but I guess it is. And now all that's over. I've moved into a very small apartment in New York.
It's ugly. The hallway is very depressing, but life is right outside. And my daughter is close. People who come over are close, and I find that I'm much more happy on a smaller, more human scale. So I've learned the hard way that riches do not buy happiness. Bon, la morale de l'histoire, c'est que l'argent ne fait pas le bonheur, et je vais vous dire pourquoi. Il y a quelques années, j'avais réussi à acheter une très belle maison à Princeton, grande maison avec un jardin, et c'était quelque part, je m'en suis rendu compte un petit peu plus tard, l'envie de retrouver la maison dans laquelle j'avais grandi et que mon père avait perdue assez tard dans la vie. Et en y vivant, la maison était tellement grande que j'avais perdu le contact avec les membres de ma famille. Mon ex-femme était au 2e étage, ma fille dans sa chambre au rez-de-chaussée, moi dans mon bureau. Et en fait, j'ai connu dans cette maison une solitude que je n'avais jamais connue avant. Et ça a l'air drôle, mais en fait, ça ne l'est pas. Et aujourd'hui, à Greenwich, je suis dans un petit appartement qui est moche, le couloir est à se pendre, mais ma fille n'habite pas très loin, mes amis viennent facilement me voir. Et finalement, j'y suis beaucoup plus heureux parce que la vie, elle est là, juste de l'autre côté de la porte. Lauren Groff, Julie Mazzieri, est-ce que vous êtes toutes les deux d'accord avec cette affirmation? L'argent ne fait pas le bonheur? Je ne sais pas, j'ai jamais gagné une grosse prix littéraire. J'aimerais bien voir. Non, je ne sais pas. J'ai rien. J'ai tout ce que je veux dans ma vie. Je n'ai pas besoin d'autre chose sauf un appartement à Paris. Oui. Je l'achèterai si vous voulez me donner une grosse prix. Oui. Julie Mazzieri. Oui, bon, l'argent ne fait pas le bonheur, mais le manque d'argent ne fait pas le bonheur non plus. Donc, ça fait la misère. Oui, donc c'est là toute la difficulté. L'Amérique se trouve justement dans une période depuis 10 ans d'une situation économique assez étrange. C'est-à-dire qu'on a connu une crise financière et économique très importante qui a plongé des millions de gens dans la pauvreté. Depuis quelques années, il y en a une espèce de renouveau économique essentiellement porté vers la finance qui n'a pas pour autant résorbé les inégalités. Est-ce que justement on a vu des mouvements naître, le mouvement Occupy Wall Street, on a vu des mouvements activistes qui se sont élevés justement contre cette situation de l'économie et sur les grandes inégalités sociales qu'il peut y avoir? Est-ce que le regard sur l'argent justement et le respect porté à l'argent a changé un petit peu aux États-Unis ces dernières années? Jeffrey Eugenides. Yeah? I don't know if anything has fundamentally changed. People were extremely frightened by the crisis in 2008, and it's left not only practical considerations, but psychological ones. I mean, the younger people who were just getting out of college at that time have had to struggle against a permanent decrease in their life's earnings, and it's making it harder for them to buy houses, to sometimes take the kind of job they want. They have large college debt. So there's a real problem what it's done to our younger generation. And I think that's the most permanent one because they're the ones that are going to take over this society. In terms of day-to-day feelings about money, I think America operates in the same short-term way it usually has. People are trying to get ahead, trying to get money. They can excuse a lot of things, or part of the population seems to be ready to excuse a lot of things because the economy is doing well right now, and not really looking at where the country's going. Just to say one political thing, the Republican Party used to talk about deficit control and not spending too much, and for some reason now with the new tax cut, we're going to have a deficit over $1 trillion, the largest one we've had since World War II. Obviously, it makes sense during a war to have a large deficit, but it's very dangerous to have one when the economy is doing well because you won't have any money when inevitably the next crash comes. So things are very precarious in the economy right now, and there's a lot of irrational exuberance, which is something that happens in America
every decade, almost constantly. Alors, je ne sais pas s'il y a un changement fondamental dans l'attitude aux États-Unis vis-à-vis de l'argent. Ce qui est sûr, c'est qu'en 2008, les gens sont sortis très marqués de la crise financière, des conséquences et des blessures matérielles, mais également des blessures psychologiques, et notamment les jeunes diplômés, ceux qui sont sortis de l'université juste après la crise, voient depuis 10 ans leur revenu d'embauche diminuer année après année, donc ils n'ont pas les moyens de s'acheter la maison qu'ils voudraient. Certains ont du mal à rembourser leurs emprunts étudiants. Pardon. Et c'est certainement là la conséquence la plus tangible. Et c'est eux qui sont aujourd'hui les décideurs, donc les conséquences sont encore visibles. Au quotidien, les Américains ont une vue à court terme de l'argent. Il s'agit d'en gagner, ce qu'il faut, c'est gagner de l'argent aujourd'hui, et par conséquent, une majorité d'Américains sont, je pense, prêts à fermer les yeux sur un certain nombre de choses. Tant que l'économie va bien, on ne pose pas trop de questions. Et c'est là que je ferai ma seule remarque politique. Les Républicains ont longtemps parlé de nécessité de contrôler les déficits, de contrôler le niveau de la dette, mais avec les dernières mesures fiscales et notamment les derniers cadeaux fiscaux faits, on va atteindre une dette aux États-Unis l'année prochaine d'1 trillion de dollars, ce qui est la plus grosse dette de PIB depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a une espèce de précarité économique et en même temps une exubérance irrationnelle à la bourse, qui est quelque chose de cyclique qu'on voit revenir aux États-Unis toutes les décennies. Lauren Groff, dans Les Furies, je me souviens d'une phrase où ils expliquent que la famille a fait fortune en vendant des maisons en Floride, et vous expliquez qu'ils vendaient cette maison sans moralité. Et vous précisez ensuite, c'est ceci: c'est ainsi que les Américains gagnent de l'argent. Est-ce que justement, on peut faire fortune aux États-Unis en gardant la moralité, ou est-ce que c'est intrinsèquement lié, le fait de faire fortune et d'assumer le fait qu'on est sans moralité? Oui. Okay. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que Jeffrey a dit, alors je suis désolée, mais je ne crois pas que, et après je vais adresser ce que vous m'aviez demandé, mais je crois que le sens aux États-Unis est que le monde va comme ça, parce que il coûte très cher d'avoir le minimum de soins médicaux. Ouais. Parce que les personnes qui ne travaillent plus, ils vont perdre leur argent. Oui. Alors, pour les riches, ça va. Ouais. C'est normal. Mais pour le restant des États-Unis, je crois que c'est vraiment le sens d'une perte très vite, d'une chute, à vrai dire. Alors, est-ce qu'on peut être riche et moral? Oui, mais je dirais que, comment dit-on en français, billionaire? Un milliardaire. Milliardaire, oui, j'ai cru, oui. Alors, on ne peut pas être milliardaire et être moral, je dis. Parce que s'il y a des enfants du monde qui n'ont pas assez à manger, d'avoir milliard d'argent, c'est trop, c'est bizarre, c'est pas moral, ça peut pas être moral. Et c'est pour ça que je dis que oui, on peut être moral jusqu'à un point, et après ce point, non. Non, c'est un peu... Donc, on ne peut pas être milliardaire et être moral. Vous vous rappelez qu'il y a un milliardaire à la Maison Blanche aujourd'hui. Et We're not sure about that. Non, jamais. Et qu'on a aussi quelqu'un qui se dit son plus grand opposant, et qui est l'homme le plus riche du monde aujourd'hui, qui est Jeff Bezos, et qui se dit le plus grand opposant à Donald Trump aujourd'hui. Non, il n'y a pas particulièrement de questions, mais c'est pour dire que dans le monde des milliardaires, ils ne sont pas tous d'accord entre eux aujourd'hui. Jeffrey, est-ce que vous pouvez le faire? Parce que je suis trop déprimée.
Well, our politics sometimes look like a combat of billionaires on different sides. So. La politique aujourd'hui chez nous, c'est devenu un combat de milliardaires, hein, chacun de son côté. Julie Mazirier, est-ce que la situation est la même au Canada ou est-ce que... Je suis très contente d'être canadienne aujourd'hui. Quoi exactement, vous voulez dire Est-ce que on peut être milliardaire et moral. Est-ce qu'on peut gagner beaucoup d'argent et être moral au Canada en étant Non, moral je répondrai exactement la même chose que Lorraine, vraiment. Donc plutôt que de répéter, vraiment, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et tu l'as très bien exprimé à ma place. Voilà, merci. Eh ben, très I mean, bien. it's nice. Warren Buffett has that pledge that he's making all the other billionaires sign to give away how much percent of their income? A large, right? Pas assez. A large amount, 90% or something. Some of them have signed it. Some of them of their wealth. I'm not sure how many percent. Quite a lot to charity. And so if I am ever a billionaire, I also pledge 90% of the money. Il y a Warren Buffett qui est en train de faire signer une pétition aux milliardaires américains en leur faisant promettre de donner, je ne sais plus combien c'est, 80-90% de leur fortune à différentes organisations caritatives. Et moi, je dis que le jour où j'aurai gagné mon premier milliard, j'en donne 90%. Bon, vous n'avez plus qu'à acheter les livres de Jeffrey Eugenides pour être certain que cet argent partira dans des ONG. Beaucoup de livres. Merci beaucoup à vous. On arrive à la fin de cette rencontre. Je rappelle vos livres. Jeffrey Eugenides, des raisons de se plaindre. C'est un roman recueil de nouvelles. À l'Olivier, traduit par Olivier de Paris. Lorraine Groff, Les Furies. À l'Olivier également, traduit par Karine Chichereau, qui est avec nous. Julie Mazirier, La Bosco, c'est publié aux éditions José Corti. Et je remercie également Rachel Brévière, qui a été notre interprète aujourd'hui. Merci à vous et très bon après-midi.